Leurs balais délicats sont envoûtants, presque hypnotiques. Elles n'ont ni cœur, ni cerveau, ni squelette et sont constituées à plus de 90% d'eau. Pourtant, les méduses empoisonnent parfois les séjours des vacanciers, mettent des centrales électriques à l'arrêt et menacent des pêcheries aux quatre coins du globe. En Méditerranée, au cœur des fjords norvégiens ou encore au large des côtes de Namibie, on assiste à une prolifération inquiétante de ces animaux qui portent un nom, la gélification. Les méduses sont-elles en voie de dominer les océans? Et comment des créatures d'apparence si simple et si fragile sont-elles capables d'une telle expansion? Je suis sur Terre depuis 650 millions d'années. J'ai vu apparaître les poissons et disparaître les dinosaures, et j'ai conquis toutes les mers du globe. Je mesure une vingtaine de centimètres de diamètre, tout en délicatesse et en transparence. Je suis Aurelia aurita. Appelez-moi Aurélie. Vous m'avez donné le nom un peu triste de méduse commune. Mais vous aviez tout faux, car je suis extraordinaire. Je suis un cnidaire, la même famille que les anémones et les coraux. Je suis la simplicité incarnée. Les seuls organes dont je dispose sont ma bouche, qui me sert aussi d'anus, oui, c'est un luxe d'avoir les deux, l'estomac et les ropalies. Ne vous inquiétez pas, on en reparle plus tard. À l'instar d'Aurelia aurita, il existe environ 4000 espèces de méduses connues. Mais on en découvre des nouvelles tous les ans. Elles sont de toutes les formes et de toutes les tailles. Les plus petites font quelques millimètres à peine, et la plus grande peut atteindre 30 mètres de long pour 2 mètres de diamètre et un poids de 200 kilos. La plupart des aquariums hébergent aujourd'hui ces animaux fascinants de beauté. Le biologiste Étienne Bourgoin en est tombé amoureux. Et il élève aujourd'hui l'une des plus grandes collections de méduses au monde, celle de l'Aquarium de Paris. Moi, ce qui me plaît le plus chez les méduses, c'est leur diversité. Alors ici, à côté, on a des Chrysoraphus essens, donc une espèce qui vit plutôt dans le Pacifique. Quand elle pullule dans le milieu naturel, dans les forêts de kelp, elle devient gigantesque. Donc l'ombrelle peut faire quasiment 1 mètre, des tentacules jusqu'à 2-3 mètres. C'est vraiment des géants. Elle est particulièrement belle et particulièrement urticante aussi. Belle, urticante et pleine de surprises aussi. Grâce à nos ropalies, des organes sensoriels situés autour de mon ombrelle, figurez-vous que je peux voir, ou en tout cas capter, l'intensité lumineuse. Je peux aussi goûter l'eau pour savoir si des proies sont dans les parages. Et très important, j'ai un système infaillible pour me repérer dans la masse d'eau et savoir si je me trouve à l'endroit ou à l'envers. Une méduse, ça a vraiment quasiment tous les sens. Ça a même le toucher. Il lui manquera juste l'ouïe en fait à la fin. Mais elle a vraiment pas besoin d'autre chose pour être un très très bon prédateur d'ailleurs dans le milieu marin. Ah, nos tentacules. Ça, ils sont redoutables. Chacun d'entre eux est tapissé de centaines, voire de milliers de cellules urticantes munies d'un harpon. Vous appelez ça des cnidocytes. Le moindre contact et paf, le venin est injecté à nos malheureuses victimes. Pas mal, non? Elles sont plus ou moins urticantes en fonction de leur proie.
Donc si une méduse elle va manger des toutes petites proies, elle n'a pas besoin d'avoir un venin très urticant. En revanche, une méduse qui va manger des larves de poisson, par exemple, elle va vraiment avoir besoin de saisir le poisson, de le tuer instantanément, quasiment, de l'anesthésier, pour l'amener jusqu'à sa bouche. Parce que s'il se débat, il pourrait abîmer la structure de la méduse, les tentacules, même l'ombrelle, c'est assez fragile, donc il faut qu'elle se préserve de ça. Et si toutes les méduses sont urticantes, quelques dizaines à peine sont extrêmement venimeuses. Et seulement 10 sont mortelles pour nous autres humains. Loin d'avoir peur de ces méduses, la chercheuse Delphine Thibault et ses collègues partent à la recherche d'une espèce à la piqûre douloureuse. Direction les Calanques de la Côte Bleue, à Marseille. Delphine est maître de conférence à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Tout le monde l'appelle Miss Méduse, un surnom qui dit tout de sa passion. À travers la surface, elle aperçoit l'une des espèces qu'elle étudie depuis plus de 20 ans, Pelagia noctiluca. C'est très joli, hein. C'est très élégant en fait, c'est très fluide, c'est assez incroyable. Ça se dissimule dans l'eau en fait, c'est pour ça qu'elles sont aussi des grosses prédatrices parce qu'elles savent se rendre invisibles. Camouflée dans sa transparence, Pelagia pique aussi parfois des baigneurs qu'elle confond avec des proies. C'était joli. Bon, quelques-unes sont abîmées, malheureusement, quand elles arrivent à la côte, ça les abîme. Alors souvent, elles perdent leurs tentacules, mais elles restent quand même urticantes, donc il faut quand même faire attention. Pas trop les tripoter, les toucher. Pelagia, elle, dans la journée, elle est plutôt dans les grandes profondeurs. Donc elle va remonter en surface normalement la nuit. Là, on la voit parce qu'elle est ramenée à la côte. On parle d'années à méduses, d'années où on a moins de méduses. Alors, savoir exactement si on a une prolifération, une augmentation des populations, ça reste une question encore très complexe. Parce que c'est des animaux qui sont difficiles à observer. Donc on a un peu de mal à savoir combien il y a de Pelagia en Méditerranée actuellement. C'est vrai que vous avez beaucoup de mal à nous compter quand on est en pleine mer. Alors parfois, on vous aide en venant à votre rencontre. Si vous avez pris la route de la Méditerranée, il vous faudra redoubler de prudence au moment de vous baigner, car cet été, les méduses portées par les courants et le vent y sont très nombreuses. Dans l'épuisette de ce petit garçon, toujours la même pêche. Des méduses. Il y en a beaucoup ? Oui. Les baigneurs se seraient bien passés de ces invités surprises. Cette année, il y en a partout, puis de toutes les couleurs. Il y a des marrons, des bleus, des transparentes, il y en a partout. Quand les pélagias envahissent ainsi les côtes, les conséquences économiques peuvent être désastreuses pour les professionnels du tourisme. Il n'y a pas que le fait qu'il y en ait beaucoup, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y en ait beaucoup qui sont dispersés. Et au contraire, leur capacité de nage les contraint souvent à être regroupés par les courants. Pour l'instant, la météo des méduses n'est pas très précise. Mais Delphine et ses collègues cherchent à affiner leurs prévisions pour anticiper ces proliférations massives qu'on appelle bloom en anglais. L'intelligence artificielle va certainement être un atout pour essayer de reproduire au mieux ces migrations et ce déplacement. Avoir des modèles de plus en plus précis sera vraiment une avancée, des moyens de prévoir l'arrivée de ces blooms. Bah oui, vous me voyez et me détestez, surtout quand je nage gracieusement au gré des courants. Mais ce n'est là qu'une partie de mon cycle de vie. Parmi tous nos super pouvoirs, il en est un qui est essentiel. Saviez-vous que je peux me multiplier presque sans fin ?
Étienne Bourgoin nous entraîne dans les coulisses de l'aquarium de Paris, à la découverte des capacités de reproduction stupéfiantes des méduses. On va avoir des mâles et des femelles qui, dans l'eau, vont lâcher des ovules et des spermatozoïdes. Ces gamètes-là vont se retrouver naturellement dans l'eau grâce au courant. Le produit de cette union va donner une larve. Cette larve, elle va avoir tendance directement à tomber au fond et à se fixer sur un support. Donc une roche, un morceau de plastique, le ponton d'une marina, par exemple, dans le sud de la France. Et cette larve, elle va se transformer en polype. Donc c'est une toute petite anémone, donc un sac digestif avec un pied et des tentacules, qui va vivre sa vie tranquillement de polype sur le fond. Cerise sur le gâteau, tenez-vous bien. Chacun de nos polypes est capable de créer des clones de lui-même. À leur tour, ces polypes créent d'autres clones, qui créent d'autres clones, qui créent d'autres clones et... Bref, vous voyez l'idée. Et ils peuvent rester sous cette forme fixe pendant des mois, voire des années. Et puis quand on va avoir un changement de température, souvent dû à un changement de saison, le polype il va perdre la tête, donc perdre ses petites tentacules, et va détacher des méduses qui vont se libérer dans le milieu, nager et redonner des grandes méduses qui vont à nouveau se reproduire plus tard. Donc ces centaines et centaines de polypes vont pouvoir produire chacun à peu près une dizaine d'éphirules qui grandiront et deviendront des méduses adultes qui seront capables de manger énormément de plancton à la fin, quoi. Donc c'est vraiment des facteurs de multiplication énormes. Et déjà qu'on se reproduisait bien et qu'on ne manquait pas de nourriture, vous nous avez rendu la vie encore plus belle grâce à un sérieux coup de pouce. Port, marina, digues, jetées mais aussi bouées, éoliennes, plateformes pétrolières. Toutes les structures solides que les humains mettent dans l'océan sont autant de surfaces qui permettent aux polypes de se fixer et de se développer. Les macroplastiques aussi fournissent des supports à coloniser. C'est sûr, on est bien contente avec mes cousines, grâce à tous ces déchets que vous nous laissez à disposition. Et c'est sans compter les bouleversements climatiques. En plein milieu de l'hiver, Espen Rekdal navigue à travers un dédale de canaux. La nuit est en train de tomber, mais ce biologiste sait trouver son chemin dans ces contrées reculées. Son bateau entre dans le Lurefjord, à une centaine de kilomètres au nord de la ville norvégienne de Bergen. Chaque nuit, des quantités d'organismes planctoniques remontent à la surface, suivies de près par de grosses méduses rouges. Periphylla periphylla, qu'on appelle la méduse casque, est une vagabonde des profondeurs. Une sorte de vampire des abysses qui craint la lumière. Et cette méduse de haute mer n'a a priori rien à faire au milieu d'un fjord. Espen s'apprête à passer plusieurs heures dans cette eau à 3 degrés. Mais il en faut plus pour le décourager. Il est aujourd'hui l'un des caméramans sous-marins les plus réputés de la planète. Ces images subliment le spectacle de ces créatures fantomatiques flottant dans l'obscurité. Sous ces airs d'extraterrestres, Periphylla est une redoutable prédatrice. Étend ses 12 tentacules, puis elle attend. Quand une proie a le malheur de l'effleurer, le tentacule s'entortille pour la diriger vers sa bouche. Mes cousines des profondeurs ont trouvé ici un véritable paradis. Les bouleversements climatiques accentuent les précipitations qui entraînent de plus en plus de particules dans ce fjord, ce qui le rend de plus en plus sombre. Et l'obscurité, Periphylla, elle adore ça. On estime qu'elles sont aujourd'hui plusieurs dizaines de millions dans ces eaux.
elles entretiennent cette emprise en se nourrissant du plancton disponible et éliminent la concurrence en mangeant les œufs et les larves de leurs prédateurs potentiels. L'Urefjord est devenu un écosystème dominé par les méduses, gélifiées. Que c'est agréable de pouvoir célébrer la réussite de ses semblables. Et j'en ai des tas, des cousines. Et oui, les vraies méduses, comme moi. Vous les avez rangées dans la catégorie du plancton gélatineux, avec plein d'autres espèces débrouillardes. Les siphonophores, les thaliacées, les cténophores et j'en passe. Désormais, quand vous parlerez des méduses, n'oubliez pas mes cousins gélatineux. En Norvège, une équipe de chercheurs du département d'histoire naturelle de l'université de Bergen se passionne pour toutes ces créatures gélatineuses, des plus petites aux plus grandes. Ils étudient leur prolifération dans les fjords de la région. En compagnie de ses collègues Luis Martel et Johan Soto, la professeure de biologie marine, Aino Osia, s'apprête à descendre un filet dans les profondeurs du fjord. Ça, c'est l'échosondeur acoustique qui montre à la fois la profondeur, qui est d'environ 700 mètres ici, et tous les petits animaux qui se trouvent dans la colonne d'eau. Le filet est remonté très lentement pour préserver les créatures fragiles qui pourraient s'y trouver. On dirait que la prolifération printanière a commencé. On a beaucoup de nos habituels, comme Aglanta et plusieurs siphonophores. Mais il y a aussi de nombreux petits polynopsis et différentes leptoméduses. C'est un échantillon de plancton très riche, avec à la fois des grandes et des petites espèces, et je vois qu'une partie de ce zooplancton est reproductif. Il y a des gonades. Ah oui, c'est une très belle prise. On va regarder ça de plus près une fois à terre. De retour à Bergen, dans le laboratoire de l'université, Aino et Louis examinent de plus près leur prise du jour, qui comprend beaucoup de méduses. Il y a plusieurs œufs de poisson aussi là-dedans. Je suis toujours heureuse de pouvoir observer des méduses. En Norvège, on trouve plus d'une centaine d'espèces. La plupart mesurent entre quelques millimètres et quelques centimètres, comme ce qu'on peut observer ici. Ce qu'on appelle le zooplancton gélatineux, c'est ce que la plupart des gens pensent être des méduses. Et bien sûr, les grosses méduses que l'on rencontre à la plage sont les premières à venir à l'esprit. Mais il existe de nombreuses espèces très petites qui appartiennent à d'autres groupes gélatineux. Et si vous pensez qu'on est nombreuses dans les fjords de Norvège, laissez-moi vous emmener en Afrique australe. En Namibie, les sables du désert rencontrent les fureurs de l'Atlantique. Le courant froid du Benguela, en provenance du sud, longe la côte sauvage battue par les vents, ce qui fait remonter ces eaux riches en nutriments à la surface. Ce phénomène, appelé upwelling, favorise une énorme production de plancton végétal qui nourrissait jadis une chaîne alimentaire riche et variée. Sur Terre comme sur mer,
le biologiste Jean-Paul Roux étudie comment cette formidable machine s'est enrayée. Il y avait une énorme biomasse de sardines qui se nourrissaient de zooplancton et de phytoplancton. Et au-dessus, dans la chaîne alimentaire, tout le monde se nourrissait de sardines. Il s'agissait donc d'un écosystème très efficace, dans lequel la productivité naturelle de l'océan était canalisée par les sardines vers tous les prédateurs, y compris les poissons comme le merlu, les super-prédateurs comme les phoques, les oiseaux de mer, les requins et les humains. Jusque dans les années 1970, les bateaux sortaient des millions de tonnes de sardines chaque année, avant que les populations ne chutent brutalement. Les autorités ont décidé de continuer la pêche après ce premier effondrement, ce qui a fait baisser les stocks de plus en plus. À l'heure actuelle, dans nos eaux, on trouve moins de 1% de ce qu'il y avait auparavant. Le plancton est toujours là, mais la majeure partie est consommée par différents organismes, dont les méduses. La disparition des sardines a libéré une niche écologique dans laquelle se sont engouffrées les méduses, avec des conséquences désastreuses jusqu'à terre. Les colonies de pingouins ont souffert. Les otaries à fourrure, incapables de se nourrir normalement, ont connu des épisodes de famine massifs. Privés des sardines à la chair calorique, de nombreux oiseaux marins, eux aussi, ont connu la faim. Et leurs effectifs se sont peu à peu effondrés. Aux alentours de la ville côtière de Lüderitz, dans le sud du pays, Jean-Paul Roux arpente la côte pour mesurer les effets de la surpêche sur l'écosystème. Je viens examiner ces sites d'études aussi souvent que possible, presque tous les jours de l'année. Chrysaora fulgida est la méduse la plus abondante que l'on trouve dans nos eaux aujourd'hui. Et la biomasse estimée récemment est énorme. Il y a plus de méduses que de poissons. Elles sont un élément majeur de l'écosystème. Mais nous pensons qu'elles ont considérablement augmenté depuis que les stocks de sardines ont été surpêchés et se sont effondrés à la fin des années 60 et au début des années 70. Les méduses sont devenues si abondantes dans le système du Benguela que cela pose une grande question aux écologues. Quel est l'impact des méduses sur le rétablissement éventuel des sardines? Avec une telle masse de méduses, les sardines peuvent-elles se reconstituer? Excellente question, Jean-Paul. Nos cousines sont chez elles, dans ces eaux, depuis des décennies maintenant. Et elles ne semblent pas prêtes à partir. La Namibie est un exemple clair où la surpêche et la mauvaise gestion des pêcheries ont eu un impact, comme dans le cas de la sardine, sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Jusqu'à nos espèces menacées qui sont maintenant en danger critique d'extinction, comme nos manchots qui risquent de disparaître d'ici 35 ans. À moins de 1000 km, en Afrique du Sud, subsistent des colonies d'oiseaux marins. Ils se sont déplacés le long de la côte pour trouver les sardines essentielles à leur survie. Protégés par des quotas stricts, ces poissons pélagiques peuplent encore les eaux sud-africaines. Les fous profitent de ces proies qu'ils pêchent de manière spectaculaire en plongeant tête la première à 100 km/h à travers la surface. Au sud du Cap,
Les couples de manchots unis pour la vie font le bonheur des touristes comme des habitants. Yvette Osthuizen est une passionnée de plongée et de photographie. Elle explore inlassablement ces rivages où, contrairement à la Namibie, les méduses sont présentes mais pas dominantes. La forêt de kelp autour du Cap est un environnement unique, exceptionnel. Il y a beaucoup plus d'espèces qu'on n'imagine et environ 40% d'entre elles sont endémiques. Cette forêt de kelp est toujours en bonne santé et c'est l'une des rares à l'être encore. Pour nous plongeurs, la différence entre une zone protégée et une qui ne l'est pas est très claire. Récemment, Yvette a tiré le portrait d'un de ses animaux préférés pour la une d'un magazine de plongée. S'il y a des méduses dans l'eau, je vais aller les chercher. Elles sont tellement magiques à photographier. Elles sont si mignonnes. Et c'est vraiment amusant de jouer avec elles. Et j'adore les photographier depuis le bas, à contre-jour, quand le soleil les illumine joliment. C'est vraiment envoûtant. J'apprends grâce aux photos que je prends. C'est un apprentissage et une façon de saisir des comportements. Et l'autre objectif est de montrer la beauté de ces forêts de kelp au monde entier, à mes amis, à tout le monde. C'est un tel cadeau parce qu'on protège ce qu'on aime. Et c'est primordial pour moi. La mer coule dans mes veines. Contrairement à cette baleine à bosse, nous, on se laisse porter par les courants. Pas pratique quand on veut migrer d'un continent à l'autre. L'étang de l'Or, à côté de Montpellier, s'étend sur plus de 30 km² pour une profondeur d'environ 1,50 m. Les échanges entre l'eau douce apportée par les rivières et l'eau salée créent des conditions très particulières auxquelles la vie sauvage s'est lentement adaptée. Mais depuis quelques années, un intrus bouleverse l'équilibre fragile de la lagune. Clément Larouille est ingénieur. Avec Delphine Thibault, la scientifique de Marseille, ils embarquent aux côtés d'un pêcheur qui vogue sur l'étang depuis son enfance, Nicolas Guerrero. Ensemble, ils vont évaluer la santé de l'écosystème. On va remettre le filet ici. Ça nous permettra de comparer ce qu'on a pu observer en hiver et ce qu'on va observer là maintenant à l'été. On met le filet, on reste sur 5 minutes, j'ai le chronomètre, on fait 5 minutes. Dès que c'est bon, je te le dis, on le remonte. Et après, je mets tout dans mes seaux, dans mes échantillons, et on est bon pour faire la comparaison. Allez, impeccable, on fait ça. Le filet à maille très fine que Nicolas tire derrière sa barque sert à capturer du plancton. Regarde ce qu'il y a là, dans cette eau pourrie là. Elles sont en fait, elles sont dans l'eau trouble. Je crois qu'elles sont partout, ouais. Non mais là, regarde, dans l'eau trouble ce qu'il y a, ça fait peur. Ce qui fait peur à Nicolas, qui en a pourtant vu d'autres, c'est Mnemiopsis ledi. Ce n'est pas une vraie méduse, mais un cténophore. Il mesure de 3 à 12 cm
et se déplacent grâce à des rangées de cils qui réfléchissent la lumière et créent ces magnifiques reflets irisés. Magnifiques et envoûtants, ces animaux sont également devenus extrêmement nombreux dans les temps. En quelques minutes à peine, le collecteur est plein à ras-bord. C'est pas qu'il y a moins de poissons, c'est que les filets se colmatent et puis le poisson ne peut plus rentrer dans les filets. Du coup, c'est du poids. Tu soulèves du poids toute la journée. Hein. Ouais. Problème. Mnemiopsis, qui envahit les étangs côtiers au point de décourager les pêcheurs, n'a rien à faire ici. Il est originaire de la côte est des États-Unis. Mon cousin d'Amérique a trouvé la bonne combine. Les immenses navires marchands. Ils pompent de l'eau dans les ports pour s'équilibrer. Et mes cousins n'ont qu'à attendre qu'elle soit déversée à l'autre bout du monde pour conquérir de nouveaux territoires. Mnemiopsis a débarqué en Méditerranée il y a une vingtaine d'années. Et sous ses airs translucides et hypnotiques, se cache un compétiteur féroce pour la faune locale. C'est une espèce, elle n'a pas besoin de grand-chose pour se reproduire. Elle n'a déjà pas besoin de partenaires. Ah ouais, il n'y a pas de mal à trouver là? Non, elles sont hermaphrodites. Donc elles sont capables de s'auto-féconder. Ah ouais? Donc un seul individu suffit à avoir une population énorme. Elles ont toute la croix. Mnemiopsis possède d'autres atouts, et non des moindres. Il peut s'auto-régénérer quand une partie de lui-même est endommagée. C'est un prédateur vorace qui peut manger jusqu'à 10 fois son poids en une seule journée. Récemment, les chercheurs de Bergen lui ont même découvert une aptitude stupéfiante. Privé de nourriture, il ne meurt pas, mais rétrécit jusqu'à reprendre son apparence juvénile. Et quand on le nourrit à nouveau, il se développe et reprend sa forme adulte. Mnemiopsis pourrait donc être immortel. Dès que les tangs est gelé, il y en a moins des méduses. Là, il ne gèle plus. Et on est plutôt dans une tendance à aller vers des hivers un peu plus doux que froids, quoi. Tout le cycle est devenu quasiment perpétuel, quoi. Ouais. Donc, et je pense qu'elles ont largement assez à manger en plus dans l'étang, qui est très riche. Ouais. Si elles ont de la nourriture, elles n'ont pas beaucoup de prédateurs dans l'étang, la vie est belle. Donc là, on voit qu'elles s'installent, effectivement. Ah, d'accord. Que les petites. Et voilà. La surpêche, les bouleversements climatiques, l'anthropisation galopante, la pollution et le transport maritime bouleversent l'océan. Tu parles d'un cocktail délicieux? Comment pourrait-on y résister, franchement? Existe-t-il des solutions pour enrayer cette spirale de la gélification? Plutôt que de jeter tous ces gélatineux pris dans les filets des pêcheurs, Delphine et Clément cherchent une manière de les mettre en valeur. Le but, c'est pas de créer une nouvelle pêche, c'est plutôt de valoriser un produit qui est déjà aujourd'hui pêché, un produit qui est sorti des filets, que les pêcheurs n'utilisent pas. Et ce serait de voir si on peut en créer donc soit du collagène à destination de la cosmétique ou bien de la guérison, par exemple pour les peaux de grands brûlés, ou bien de faire du méthane et du biogaz. Maintenant, il faut qu'on voit si les résultats sont parlants, c'est la deuxième étape. Mais en tout cas, il y a une émulation, il y a des projets qui se créent et ça pourrait être une des voies de valorisation intéressantes pour ces gélatineux qui aujourd'hui créent de vrais problèmes à l'échelle des étangs. Les premiers résultats sont mitigés, mais laissent entrevoir un peu d'espoir à Nicolas et à ses camarades pêcheurs. En 2013, l'Organisation des Nations Unies a conseillé d'inclure les méduses dans notre alimentation, comme le font déjà de nombreux pays d'Asie.
Certains animaux ont aussi mis les méduses sur leur menu. Parfois, je me fais attraper par la patrouille. Mais il va falloir plus que quelques crabes pour enrayer notre marche en avant vers la domination des océans. Mais il vous reste encore tant à découvrir et à comprendre. Par exemple, quand nous mourons, nous participons activement à ce que vous appelez le cycle du carbone et de l'azote. Pour faire simple, on entraîne tout un tas de matières organiques au fond des océans. Dans son bureau de Bergen, Johan Soto contribue lui aussi à porter un nouveau regard sur les méduses grâce à ses clichés étonnants. Oui, j'ai toujours aimé la photographie. Et il faut prendre du temps pour photographier des méduses, parce qu'une fois qu'on les conserve, elles ont l'air complètement différentes et beaucoup de caractéristiques morphologiques sont perdues. Elles se comportent très bien. Ce n'est pas toujours le cas. On a eu de la chance de capturer un aussi beau spécimen. Je dois vous faire un aveu. Johan est probablement un de mes humains préférés. Il sait nous rendre si belles. Ce que je souhaite montrer à travers mes photographies, c'est qu'elles peuvent être magnifiques et pas seulement un fléau comme on l'entend souvent. J'aime vraiment cette espèce qui est très petite. L'ombrelle fait peut-être 1 mm et l'animal entier 3 ou 4 mm au total. Elles existent dans tant de couleurs et de tailles différentes. Ces animaux sont fascinants à regarder. Les cténophores aussi, qui ne sont pas tout à fait des méduses, mais ils sont tout simplement incroyables à observer. L'un de nos objectifs est de transmettre notre savoir. Parce que nous sommes des scientifiques et que nous devons rendre les connaissances aussi accessibles que possible. Mais nous voulons aussi dire aux gens que les méduses ne sont pas à craindre. On pense qu'un océan sans méduses ne serait pas en bonne santé. Nous avons aussi besoin des méduses, et nous avons besoin qu'elles se multiplient, qu'elles existent, qu'elles accomplissent leur cycle de vie tout simplement. Un océan sans méduses me ferait peur. Mais alors, comment trouver l'équilibre fragile entre un océan sans méduses et des régions gélifiées? Entre trop et pas assez. Depuis toujours, Philippe Curie nourrit une véritable fascination pour les poissons et les méduses. Devant les bassins de l'Aquarium de Paris, ce directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche et de développement nous invite à un voyage dans le temps. On est au Cambrien. C'est il y a 650 millions d'années. C'est donc extrêmement ancien. Il y a très peu de formes de vie sur Terre et dans les océans, des formes très rudimentaires, mais les océans sont gélifiés. Il n'y avait pas de dinosaures, il n'y avait pas de vertébrés. Et au fil du temps, s'est développée cette biodiversité fantastique qu'on observe aujourd'hui dans les océans avec des dizaines de milliers de poissons, de crustacés. À l'échelle de la planète, vous avez des endroits où on peut parler de gélification des océans. Ces zones, elles ont en commun qu'elles ont été surexploitées. Ça veut dire que vous amenez les populations de poissons à moins de 5% de ce qu'elles étaient auparavant. Donc vous laissez un espèce de désert liquide qui va profiter aux méduses. La surexploitation des poissons par la pêche est une maladie chronique dans les océans. C'est finalement revenir au Cambrien, c'est-à-dire sans compétition entre toutes ces espèces.
Quelle belle époque où nous régnions en maîtresse absolue sur toutes les mers du globe. À ces conditions idéales de prolifération s'ajoutent les aptitudes de chasse remarquables des méduses. Et il y a une chose absolument extraordinaire en écologie marine, c'est que vous ayez eu un petit gobi de quelques dizaines de centimètres ou un thon rouge qui fasse 3 mètres, ils passent tous par un œuf qui fait 1 millimètre. Et cet œuf, il est avec le plancton, et là, il peut être très bien capturé par des méduses. Donc, quand dans un milieu, vous avez des millions ou des dizaines de millions de tonnes de méduses, vous comprenez bien que ça empêche ces poissons de reconquérir finalement le milieu marin. Cette gélification, elle est quand même inquiétante, je dirais, parce que la réversibilité, vous savez, des écosystèmes, elle est jamais garantie. Philippe Curie ne désespère pas de mettre en place des solutions pour parvenir à sortir de cette spirale infernale. Il faut préserver cette biodiversité marine, il faut vraiment s'atteler à reconstruire ces populations de poissons en préservant aussi leur interaction avec les autres espèces, avec les oiseaux marins, avec les mammifères marins, privilégier des pêches beaucoup plus durables, au casier, à la ligne, des engins beaucoup plus doux en termes d'impact sur leur environnement, beaucoup moins consommateurs en énergie fossile. Et ça permettra de maintenir les écosystèmes à la fois productifs, où les pêcheurs gagneront bien leur vie, et où on aura beaucoup moins de méduses. Vous l'avez compris, nous nous adaptons fort bien dans un océan malade. Par contre, j'ai complètement oublié de vous dire une chose. Je ne pique pas fort. Je suis la méduse que les enfants prennent à pleine main quand je m'échoue sur la plage. Mais mes sœurs et mes cousines plus urticantes sont autant de douloureuses piqûres de rappel pour vous faire prendre conscience qu'il est grand temps de protéger l'océan. Nous avons survécu à bien des extinctions. Et nous vous survivrons sûrement. Mais quand ?